dans des cours de formation. Donc, on veut intégrer la communauté étrangère. À Bruxelles, ça existe aussi, mais la différence qu'en Flandre, c'est obligatoire pour les primo-arrivants. Oui. Alors, je voudrais quand même dire que tout le monde a l'air de trouver que finalement tout se passe bien. Hein? Non, il y a un grand problème. La différence, c'est qu'à Bruxelles, les jeunes dans les quartiers n'accèdent pas à certains emplois parce qu'il y a de la discrimination. Je vais prendre un exemple très simple. La première entreprise de ce pays, c'est la SNCB, les chemins de fer. Il y a 4% de Bruxellois qui travaillent à la SNCB. Les Bruxellois représentent plus de 10% de la population belge. Vous pouvez me dire pourquoi la SNCB n'ouvre pas ses portes aux jeunes de Bruxelles? Ça, c'est le problème. Tous les jeunes que moi je vois... Quelle est votre réponse? Moi, je n'ai pas la réponse. Moi, j'attends. Et le problème, c'est quoi? C'est de la discrimination à l'embauche. Culturelle, parce que c'est vrai qu'il y a des formes de discrimination à caractère culturel. Elle est parfois administrative. Parce qu'il faut savoir qu'à Bruxelles, les discriminations linguistiques et les quotas linguistiques empêchent beaucoup de jeunes d'avoir accès à des emplois publics. Et ça aussi, c'est une discrimination que vivent les jeunes et qui fait qu'il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas accessibles dans l'administration publique ou ailleurs. Et ça, il faut aussi en tenir compte. Alors, quand même, la NVA a dit que la politique était en général laxiste. La politique concernant l'immigration était laxiste. Vous signez, vous persistez, vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est laxiste en Belgique? Oui, quand on voit que 6 000 personnes n'ont pas d'accueil, des demandeurs d'asile n'ont pas d'accueil, ça c'est désastreux. Non, mais la politique d'immigration est désastreuse pour l'instant. Concernant les fameux accommodements raisonnables, d'ailleurs Joël Milquet va sans doute lundi, je crois qu'il y a une grande cérémonie où on va dévoiler ce que la Commission recommande comme accommodement raisonnable, on va en parler. Non, ce qu'elle recommande en matière de stratégie d'interculturalité. C'est bien beaucoup plus large. Et ça parle notamment de l'emploi, de l'enseignement, de la cohésion sociale. Ce n'est pas du tout là-dessus, puisque vous n'avez pas dévoilé, bien entendu, ce midi, puisque ce sera pour demain, mais est-ce que vous êtes pour des accommodements raisonnables? Nous ne sommes pas pour la facilité, mais c'est sûr que peut-être... nous ne sommes pas très... mais peut-être que nous voulons et que les francophones commencent aussi avec les cours d'inburgering obligatoires. Je pense que ça sera... Les Pays-Bas commencent, la France parle de commencer. Alors peut-être que... Je ne sais pas que c'est une des conclusions de... Allez, vous nous dévoilez un petit... Non, mais je ne dévoile rien du tout. Ah oui, un tout petit. Je suis d'accord avec cet aspect-là des choses. Et je trouve que la Flandre, en dehors des aspects communautaires, sur la stratégie de la diversité et les politiques d'insertion, a une politique efficace, notamment d'accueil beaucoup plus personnalisé, avec des moyens plus forts sur les primo-arrivants. Raison pour laquelle, lorsqu'on a négocié l'accord de gouvernement Communauté française, Région wallonne, Région bruxelloise, nous avons demandé, et c'est dedans, que l'on puisse justement développer, c'est en train de se faire, une politique du même ordre par rapport aux primo-arrivants à Bruxelles et en Wallonie. Mais ça demande des moyens. Et une des raisons, et je réitère cette demande, si nous demandons des moyens complémentaires à Bruxelles, ce n'est pas pour des questions communautaires, c'est parce qu'on est assis sur une bombe sociale. Nous avons des jeunes qui ont un talent fou, à qui on ne donne pas assez de chance, et nous avons besoin de les accompagner, et notamment les jeunes qui sont ici depuis longtemps, belges d'origine, mais les primo-arrivants aussi. Mais l'intégration est une compétence des communautés, pas de la région. Oui, mais justement, c'est du financement pour la région de Bruxelles en tant que telle. De la communauté francophone. Je crois qu'on est en train de toucher au cœur du sujet. La Belgique a été une terre d'immigration pendant très longtemps. Je suis moi-même petit-fils d'immigrés, mon grand-père venait de Pologne, M. Di Rupo est fils d'immigrés. Jusqu'il y a peu, toutes les générations qui arrivaient s'intégraient parce qu'elles acceptaient les valeurs du pays dans lequel elles sont. Depuis maintenant quelque temps, il y a une montée en puissance de revendications, notamment autour de l'islam, des accommodements raisonnables, qui sont en train de mettre à mal nos valeurs les plus fondamentales. Qu'est-ce qu'on exige? Nourriture, évidemment, particulière. On exige les piscines avec des horaires séparés. On dit éventuellement en matière d'éducation qu'on ne doit pas suivre des cours sur la biologie, le sexe, la Shoah, ou que sais-je. Ça, ce sont les revendications en matière d'accommodement raisonnable. Et donc, c'est ça qui est en train de mettre à mal notre modèle de société. C'est-à-dire que la première fois, les nouveaux arrivants ont des revendications. Et nous disons très clairement, no pasaran, il ne faut pas céder en matière d'accommodement raisonnable. Il ne faut pas céder sur le fait que, par exemple, le religieux réinvestisse la sphère publique, le voile à l'école et autres. Il faut rester ferme par rapport à nos valeurs. Nous avons conquises de longue date et de longues luttes. Il faut les tenir. Madame Essaydi veut réagir. Oui, moi je trouve que Monsieur Modric-Amen, votre stratégie, c'est la stratégie de la peur. C'est toujours faire peur de plus en plus. Ce que nous n'avons pas, et c'est cela depuis des années,
avec les premières migrations italiennes notamment, c'est un accueil. C'est vraiment de pouvoir, une fois que les gens arrivent ici, pouvoir les mettre dans un processus d'intégration, parcours d'intégration, dans un contrat de réciprocité. Vous voulez dire que les Italiens qui sont venus, il y avait un processus d'accueil? Non, il n'y avait pas. On n'a pas tiré les enseignements du passé. On n'a pas tiré les enseignements du passé. Nous avons une immigration italienne, l'immigration dont je suis issue de l'immigration marocaine. Évidemment. Mes parents sont arrivés en 64. Alors si je suis un échec, moi je ne pense pas. Mes enfants non plus. Donc, et nous sommes arrivés ici, il n'y avait pas d'accueil. Et aujourd'hui, fort de l'expérience du passé, nous n'arrivons pas à mettre en place un processus d'accueil cohérent dans lequel il y a un contrat de réciprocité. Le citoyen doit connaître le système dans lequel il est pour pouvoir produire. Et le système qui l'accueille doit lui donner les moyens de fonctionner. Vous êtes d'accord avec la NVA d'une certaine manière? Ce qui est étonnant. Nous avons besoin des moyens supplémentaires, comme vient de le dire Mme Milquet, sur Bruxelles. Comment voulez-vous? Nous sommes la première porte d'entrée du pays avec si peu de moyens. Et là, M. Franken, il ne veut pas, visiblement, pour Bruxelles, hein? Oui, mais on ne peut pas nous demander ça et ne pas nous donner les moyens de le faire. C'est quand même remarquable que les partis francophones qui se disent les grands partisans de l'intégration ont négligé pendant des années d'introduire des cours obligatoires comme le fait le gouvernement flamand. Dans nos budgets, ça coûte énormément d'argent. On va faire les choix. On a 10 000 gens qui ont suivi l'année passée ces cours. Nous avons les cours d'Inburgering. Nous avons notre ministre Geert Bourgeois, qui est le ministre flamand d'Inburgering, est allé à M. Piquet. M. Piquet dit à Bruxelles, non, ça ne sert à rien. Ça m'étonnerait que M. Piquet dise ça. Les cours obligatoires, il est contre. Mais nous sommes débordés de demandes. Je m'excuse, mais c'est faux. Nous sommes débordés de demandes, de gens qui viennent nous trouver pour avoir de l'alphabétisation, pour avoir effectivement des cours d'intégration, la connaissance du pays, quelles sont les lois, quel est le fonctionnement. Nous sommes débordés de demandes. Nous ne savons pas répondre à tout. Excusez-moi, nous ne savons pas répondre à tout, faute de moyens, de gens pour les accompagner, de profs, etc. C'est ça la difficulté. Et donc on doit aller chercher de l'argent au fédéral pour l'instant, via les processus d'intégration, etc., la politique des grandes villes, mais c'est insuffisant. Pour Bruxelles, c'est insuffisant. Il n'y a pas en cette matière une séparation aussi nette entre le Nord et le Sud. Il y a d'abord des problèmes de maîtrise des flux migratoires. Et ça, c'est un problème fédéral. Et ça, on a besoin d'en parler. La politique d'asile, les politiques de groupements familiaux, on va en parler. Et là, il y a un débat à avoir. Mais deuxièmement, sur la question de l'Inburgering, de la citoyenneté active, depuis plus de 10 ans, l'EMR réclame qu'en communauté française, on mette en place ce genre de politique. Et les majorités de gauche qui sont en place refusent de mettre ça en place jusqu'à présent, ou pleurent pour essayer de trouver des moyens. Nous estimons que c'est absolument nécessaire. C'est donner aussi une chance aux personnes qui entrent légalement dans notre territoire de pouvoir améliorer leur connaissance de la langue, d'une des langues nationales, pas la langue de la région, d'une des langues nationales, d'améliorer, de mieux valoriser ses compétences professionnelles pour voir quel est son diplôme, comment peut-il mieux le valoriser en Belgique et avoir accès à l'intégration par l'emploi, et enfin d'apprendre les valeurs et la culture du pays dans lequel il vient. On n'a pas encore entendu le scientifique du plateau, si j'ose dire, M. Marteniello. Alors, je vous cite, on en reçoit évidemment beaucoup d'SMS et beaucoup de mails. Je vous en cite un. La multiculturalité, dit Philippe Derstal, est un échec cuisant. Aujourd'hui, les immigrés arrivent en masse, mais le pays ne dispose d'aucun emploi à proposer, et c'est là que les conflits se créent. Agression, délits, vols, ghettoisation. Cela ne donne-t-il pas un résultat de multiculturalité dépourvue de sens? Qu'est-ce qu'on peut répondre à La multiculturalité ne peut pas être un échec, c'est un fait. Donc le fait est que la plupart des sociétés européennes sont en train de se diversifier au niveau culturel et identitaire, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas. Alors il faut faire avec, il faut trouver des solutions politiques. Alors en Belgique, on s'autoflagelle très souvent. Alors si on adopte une vue comparative, on voit que les choses ne se passent pas plus mal en Belgique qu'ailleurs. Peut-être même mieux. Parfois mieux, parfois moins bien. Donc il y a un peu à boire et à manger. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais beaucoup de choses ont été faites dans toutes les régions et communautés du pays. Alors ce n'est pas parce que la Wallonie n'a pas une politique obligatoire d'Inburgering que rien ne se fait en Wallonie. Il y a aussi pas mal de choses qui se développent, notamment pour les nouveaux arrivants. Je crois en tout cas qu'il faut mettre de l'ordre dans les questions. Ici, on est passé d'un niveau à l'autre, on a parlé de multiculturalité, d'intégration, de primo-arrivants, de génération suivante. Non, primo-arrivants, c'est pour tout de suite. Ça se tient, mais ce n'est pas la même chose. Les problèmes doivent être sérieux. On ne peut pas parler d'intégration pour une troisième génération. Ils sont intégrés
par définition. La question est le niveau d'intégration. Et qui décide ce qu'est un bon niveau d'intégration? Qui décide? Et justement, c'est un problème politique dans l'état actuel des choses. Il n'y a pas de mesure objective. Mais je suis assez d'accord avec mon voisin, et la question de degré d'intégration est une question fondamentale, parce que dire intégrer ou pas intégrer, c'est selon quels critères, et si on n'a pas de critères, ça ne sert à rien de discuter à l'infini. Quels critères pour vous, pour parler concret? Pour moi, moi, je préfère parler de socialisation et de partage de valeurs communes. Parce que l'intégration, c'est dans les deux sens. C'est une rencontre de volontés. Des gens qui accueillent, d'autres qui arrivent. Il faut que des volontés de vivre ensemble se rencontrent. Donc, ce n'est pas juste ceux qui sont venus d'ailleurs qui doivent s'intégrer. Le terme utilisé, le terme de « ils doivent s'accommoder d'eux ». Bien sûr, ils doivent s'accommoder d'eux, mais la société qui doit faire face à la multiculturalité doit aussi s'accommoder d'un certain nombre de choses. Et donc là, il faut une rencontre des volontés et le respect d'une éthique de vivre ensemble. Essentiellement, c'est le respect de l'autre. Mais là où la question de quel degré d'intégration, il faut répondre effectivement approximativement à cette question. Et l'acquisition de valeurs communes est quand même une donnée essentielle quand on dit il y a intégration ou pas. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est quand j'entends les politiques autour de la table expliquer l'échec de l'intégration quand il y a échec. Quand on constate l'échec, on dit mais c'est parce qu'on n'a pas de moyens. Mais je suis effrayé d'entendre ça parce que je crains qu'on n'ait jamais suffisamment de moyens. Quand je vois l'état d'endettement de notre pays, la crise économique, ainsi de suite, où sont les priorités, à quoi dépensons-nous l'argent public, et là, peut-être qu'on n'aura sans doute jamais suffisamment de moyens pour réussir l'intégration. Avant de parler de la politique d'asile et des primo-arrivants, Joël Milquet, donc les assises de la multiculturalité vont... L'interculturalité vont ouvrir leurs portes lundi et faire des propositions. On peut aller jusqu'où dans les accommodements raisonnables? Mais en fait, ce n'est pas... ne liez pas tout aux accommodements raisonnables, c'est un petit sujet parmi tant d'autres. Oui, moi, je voudrais comme on en parle lundi, j'essaye de vous tirer le verre du nez. Hein. Je vais expliquer quelle est la vision qui me semble la plus équilibrée. Parce que dans ce débat-là, on doit avoir une vision modérée. Est-ce qu'on veut une politique communautariste, où on aurait en Belgique, comme un peu en Angleterre, des communautés repliées sur elles-mêmes, qui sont un ghetto dans l'État. Non, jamais. Ça, c'est vraiment la vision qui serait un échec. Oui. Est-ce que l'on veut pour autant une assimilation, où les personnes doivent être avec une pensée unique, où on ne respecte pas leurs identités philosophiques, leur identité culturelle? Non, c'est une richesse et ça doit être valorisé. Ce que l'on veut, c'est un système, non pas même de multiculturalité, c'est de l'interculturalité. Et c'est justement la modération où à la fois vous avez du respect pour la différence, pour la double identité culturelle, philosophique, attendez, j'arrive, mais en même temps, comme certains l'ont souligné, une appartenance très claire à un socle de valeurs communes du pays dans lequel vous êtes. Et ce n'est pas antinomique, c'est complémentaire. Et je vais en revenir par rapport à la NVA, c'est en fait un parallélisme très fort avec une demande institutionnelle que l'on entend en Belgique. Que demandent les régions et les communautés? Plus d'identité, plus d'autonomie et une certaine responsabilisation. Et par ailleurs, content, hein, vous lui faites plaisir. Hein. Et par ailleurs, tout ça doit se faire dans un État fédéral où on garde un projet commun, où il y a encore des choses que l'on doit faire ensemble. Oui. Eh bien, en fait, l'interculturalité, c'est ça. C'est le mix subtil entre le respect de l'identité, notamment religieuse, et notamment une identité culturelle qui doit permettre de pouvoir s'épanouir dans la société avec des espaces de vie et des accommodements parfois. Concrètement, et des socles. Je donne un exemple. Oui. Je fais partie du comité de pilotage. Donc vous connaissez les résultats déjà? Ah bien sûr, mais je n'ai pas le droit de le dévoiler à 24 heures avant le résultat. C'est osé ou pas? Est-ce que vous avez pris des risques? C'est osé? Franchement, c'est ambitieux. Oui. Et ce que nous avons réussi à faire dans le comité de pilotage, contrairement au précédent rapport de 2004, c'est que sur toutes les questions, nous formulons des recommandations précises et claires, y compris sur des sujets compliqués, lesquels, comme le foulard à l'école, le foulard à l'école, ou la neutralité des services publics, ou les accommodements raisonnables, ou les quotas dans l'emploi. Neutralité des services publics. Mais écoutez, je ne peux pas encore aller, je peux pas vous dévoiler les résultats avant demain. Il faut être patient jusqu'à demain. Ce que je peux vous dire, en revanche, sur des accommodements raisonnables, parce que j'entends un peu n'importe quoi, c'est des accommodements raisonnables. C'est pas quelque chose de nouveau qu'il faut instaurer dans notre pays. Ils existent aujourd'hui déjà. Ça existe.
Sur la question culturelle, par exemple, vous avez dans un certain nombre d'entreprises des travailleurs qui demandent à leur patron de pouvoir regrouper toutes leurs heures supplémentaires pour pouvoir aller plus longtemps durant les grandes vacances dans leur pays d'origine. Ça existe et ça ne pose de problème à personne. Autre exemple...